Et bienvenue dans The Big Shift, Laurent. Merci Xavier. Cet enregistrement se fait de façon très très spontanée. On s'est parlé pour la première fois il y a à peu près une dizaine d'heures. Oui. Donc c'est excellent, c'est le genre d'enregistrement qu'on aime bien faire parce que ça va vite. Aujourd'hui, on va parler de El Niño. Tout à fait. El Niño, gros phénomène climatique dont on entend beaucoup parler ces derniers mois et surtout au début de l'été. Et moi, j'en ai entendu parler sans vraiment comprendre ce que c'est. Donc c'est l'objectif de cet épisode, c'est qu'on comprenne vraiment ce que c'est que le phénomène El Niño. On nous dit tour à tour que c'est le dérèglement climatique qui l'entraîne, puis ensuite on nous dit qu'en fait non, c'est un événement indépendant, et puis ensuite on nous dit qu'il va contrebalancer le dérèglement, et puis après on nous dit non, en fait il va s'y additionner et on va encore augmenter ses effets sur le dérèglement climatique et sur le réchauffement. Bref, j'y comprends rien. Avec cet épisode, l'objectif c'est que vous les auditeurs, vous sachiez tout ce qu'il faut savoir sur ce phénomène climatique et qui va probablement bouleverser notre hiver, et on va essayer de comprendre aussi un peu son histoire. Voilà, et on l'appelle El Niño parce qu'il arrive à ses effets les plus importants autour de Noël. Ça tombe bien, on enregistre cet épisode, on est dans la deuxième partie de novembre, donc on approche. C'est l'heure d'en savoir plus, et pour ça, je suis avec Laurent Testo. Donc tu as écrit un livre qui s'appelle, je me permets de te tutoyer, on n'en a pas parlé avant, mais non. voilà, donc tu as écrit un livre qui s'appelle Histoire et géopolitique d'une bombe climatique, donc sur El Niño. Voilà, donc d'où l'idée de se contacter pour enregistrer cet épisode. Tu repars dans ta région dans 1h30, donc on n'a pas énormément de temps, mais l'objectif c'est d'essayer d'en faire le maximum dans le temps qui nous est imparti. D'accord. Alors je précise tout de suite que j'ai coécrit ce livre avec oui, tout à fait, c'est vrai. Jean-Michel Valentin, qui est géopoliticien, spécialiste du climat, chercheur en stratégie. Donc voilà, c'est important de le mentionner. L'idée du livre est venue qu'effectivement, on savait, Jean-Michel et moi, qu'il y avait des El Niño, que c'est un phénomène cyclique, en fait, on va y revenir. On connaît le phénomène. On savait qu'il s'amorçait à partir de mai-juin dernier. C'était très net sur les températures de surface du Pacifique Sud. Et du coup, je suis allé voir un de mes éditeurs et je lui ai dit, mais ça serait bien d'avoir un livre sur El Niño. Donc, mon idée initiale, c'était traduire. En anglais, il existe 4 livres à peu près de l'histoire d'El Niño. Et mon idée, c'était d'en faire traduire un. Et mon éditeur m'a dit, oui, non, mais le temps qu'on traduit, ça va prendre plus d'1 an et El Niño sera déjà en décroissance, ça n'intéressera plus personne. Si on veut publier un livre sur El Niño, il faut l'écrire quand même. Donc du coup, dans l'heure qui suit, j'ai appelé Jean-Michel, que j'avais entendu en conférence, qui avait parlé donc des effets géopolitiques d'El Niño. Moi-même, je connaissais l'histoire d'El Niño pour avoir déjà lu la plupart des livres auxquels je réfère. Et donc, on a décidé d'écrire le livre assez rapidement, ma foi. On l'a écrit au début de l'été, on s'est relu. Voilà, il a fait la partie géopolitique, j'ai fait la partie histoire et description du phénomène. D'accord. Voilà, Okay. ça c'est pour la jeunesse du livre, Nouveau Monde d'édition, et il est sorti le 18 octobre. Donc ils l'ont inséré dans les catalogues, ce qui devient rare, c'est-à-dire qu'en général le planning éditorial il est prévu sur 6 mois, 1 an aujourd'hui, et donc c'est rare, sauf événement vraiment ancré dans l'actualité, que l'on insère quelque chose dans le programme éditorial d'un éditeur. Et ce qui est intéressant, c'est justement parce que El Niño va jouer à plein ses effets cet hiver. Ouais. Voilà, et c'est pour ça qu'on voulait être inscrit, avoir un petit livre de référence en français sur ce phénomène. Alors, intéressant, toute cette première partie, il y a une chose dont je me pose la question, c'est que c'est un phénomène qui est cyclique, qui revient, on va en parler un peu tout à l'heure, mais tous les 2 à 7 ans en gros, qui est un phénomène majeur de la météorologie mondiale. Et pourtant, j'ai l'impression que c'est la première fois qu'on en entend parler en France de façon un peu concrète dans l'actualité. Et pourquoi est-ce qu'il y a cet intérêt particulièrement cette fois-ci ? Alors, on en a entendu parler déjà en 2015-2016 où il y a eu un super El Niño, un El Niño très violent. Le El Niño qui se prépare aujourd'hui sera peut-être un super El Niño, on n'en sait rien. Je pense que oui, au vu des relevés qui sont absolument spectaculaires, mais il n'a pas encore franchi cette limite-là qui serait par rapport à des températures sur une zone de référence à plus de degrés Celsius, une anomalie de plus 2. Donc ça, c'est un super El Niño. Celui de 2015, il avait atteint 2,4. Celui-là, il y a des pronostics qui vont en gros. On sait qu'il atteindra au moins un 5, il y est déjà. Et pour certains, il pourrait monter au-delà de 3. Voilà, on n'en sait rien.
Mais Donc plus là, on il parle monte d'une haut, augmentation de la d'une température augmentation. dans une C'est zone l'indice. spécifique. Voilà, c'est l'indice, l'augmentation de température dans une sorte de grand rectangle tracé au milieu du Pacifique Sud, D'accord. près de Augmentation de la l'équateur. température de l'eau ou au-dessus de l'eau? Augmentation de la température de surface de De l'eau. Donc, surface, d'accord. c'est l'eau prise, mesurée avec des satellites et des bouées sur place pour le savoir. Alors, ça, c'est l'indice. Après, on va y revenir. Mais en très gros, ce qui est important, c'est qu'effectivement, c'est un événement cyclique qui frappe tous les 2 à 7 ans. On considère, mais on a des relevés relativement peu, sur une période très courte en fait. On mesure ça depuis 1950, avec certitude seulement depuis les années 1980. Donc on a une série statistique très courte, on a un phénomène chaotique, donc c'est très très difficile de modéliser les effets. On les connaît dans leur grande largeur, mais sans plus. On postule que ça ne va durer qu'un an, parce que sur cette série statistique, on a des El Niño que sur un an. D'accord. Mais on utilise aussi des proxys archéologiques et on regarde les archives historiques pour déceler les El Niño antérieurs. Et dans la seconde moitié du XIXe siècle, on décèle des El Niño extrêmement violents, beaucoup plus violents que ceux qu'on a eus a priori, et par ailleurs, dont certains ont duré plusieurs années consécutives. Donc on en est là, c'est-à-dire qu'on est dans l'inconnu. On ne sait pas si, voilà. Ce qui est connu, c'est que El Niño fait monter les températures. En gros, ça commence par une inversion des vents des alizés sur l'équateur. D'accord. Le Pacifique Sud, c'est la plus grande masse d'eau sur Terre. Je rappelle que l'océan absorbe aujourd'hui l'excédent de chaleur dégagé par l'humanité. 91% Ouais. de l'excédent de chaleur dégagé par l'humanité termine dans les océans. Le Pacifique est de loin la plus grande masse d'eau. C'est donc lui qui en stocke le plus. Alors, d'ordinaire, les vents soufflent d'est en ouest, c'est-à-dire des côtes américaines, enfin du centre, mais de la direction des côtes américaines, en partant des côtes américaines vers l'ouest, c'est-à-dire l'Indonésie, l'Australie, l'Asie, et la chaleur est ainsi poussée. Donc, la chaleur s'engouffre dans l'océan, passe par en dessous, et ça se refroidit en bas, et ça rejaillit au large du Pérou sous forme de courant froid. C'est ce qu'on appelle un upwelling, qui conditionne d'ailleurs la biodiversité dans ces eaux. Cette eau froide, cet apport d'eau froide chargée en nutriments, parce qu'elle se charge également de différents éléments carbonés dans le fond, et les remonte. Ça nourrit une faune extraordinaire des poissons. C'est pour ça que longtemps, et le Pérou a été leader sur le marché de l'anchois, on trouvait plein d'oiseaux de mer, etc. C'était grâce à ce phénomène. Donc ça, c'est un cycle ENSO normal, c'est-à-dire nous sommes dans la phase neutre. D'accord. De temps en temps, ces vents s'inversent, c'est ce qui est en train de se passer, et repoussent l'eau chaude vers les côtes péruviennes. À ce moment-là, le upwelling, la colonne d'eau froide, s'interrompt et l'eau se réchauffe devant le Pérou. Et ça modifie tout parce que l'océan se remet à cracher la chaleur. Et conséquemment, on assiste à une montée en puissance des températures terrestres. Sur une moyenne planétaire, c'est de l'ordre, pour un fort El Niño, de plus 0,4 degrés Celsius par rapport aux températures de référence. Donc ça fait un beau bond en avant, c'est énorme. Oui. Voilà. Sauf que la plus grande partie de cette chaleur, elle va d'abord être aux alentours, en gros, de l'Australie à l'Amérique latine. Ouais. Et ça affecte primordialement ces pays-là. Les cycles de l'eau sont perturbés. C'est là où il pleut d'ordinaire, ça peut être la sécheresse, et là où c'est d'ordinaire sec, ça peut rimer avec des inondations. Typiquement, ce sont les années où le désert du Pérou fleurit, ou là, en Argentine du Nord également, le désert d'Atacama, ils fleurissent parce que des trombes d'eau se déversent, les années El Niño, sur la côte. Alors, c'est sympa d'aller voir le désert qui fleurit. Pour les Péruviens et les Argentins, c'est un cauchemar parce que ça se charge en eau dans des sols qui, comme pour nous, s'artificialisent, etc. Et leur sol est raviné, les montagnes concentrent ces flux d'eau. La plupart des grandes villes ou des zones urbaines, en tout cas, sont concentrées sur les côtes. Et donc, ils sont en train de creuser là, dans les lits des rivières pour les élargir afin d'évacuer le surplus d'eau, parce qu'ils savent que ça va détruire leurs infrastructures. Et en général, ces pays-là qui n'ont pas forcément beaucoup de disponibilité monétaire pour investir dans le public, etc., mettent plusieurs années à s'en remettre. On sait que des El Niño, ça affecte leur économie pour plusieurs années parce que ça détruit des routes, ça détruit des ponts, ça détruit des maisons. Voilà, donc ça, c'est déjà un premier effet.
Le même phénomène arrive en Californie. On a, la Californie s'en remet plus vite, mais c'est quand même très spectaculaire aussi. Et c'est un État qui est déjà aussi fragilisé par des méga-feux, des tornades. Voilà, donc on est sur des tensions fortes sur ces pays-là. L'autre effet, c'est généralement que l'Amazonie s'aridifie, ça sèche. C'est le cas aujourd'hui. Et là, c'est vraiment la première conséquence massive et visible d'El Niño. Pour les météorologues brésiliens, ils sont tous unanimes. Le fait que l'Amazone n'ait jamais été aussi bas de toute son histoire, et au proxy, on reconstitue sur 800 ans avec certitude, on est au cours le plus bas de l'Amazone, le fleuve le plus puissant de la planète, depuis 800 ans. Et de loin, on est en train de faire des fouilles, au fond, on remonte des vestiges humains qui ont été balancés là. Donc on peut faire de l'archéologie grâce à ça, mais c'est une faible consolation parce qu'il y a énormément de communautés qui sont basées sur la pêche ou sur le transport fluvial ou même sur la disponibilité de l'eau pour arroser quelque chose. Qui sont en danger en Amazonie. Donc ça c'est pour la partie brésilienne. Il y a d'autres conséquences. Notamment peut-être les incendies, les méga-feux. Oui. De l'autre côté du Pacifique, ça a la conséquence souvent d'affaiblir la mousson. Dans des cas historiques, 19e siècle et avant, ça l'interrompt. Il faut vraiment comprendre que la mousson, aujourd'hui, ça nourrit près de la moitié de l'humanité. Ils attendent que ça pleuve pour avoir du riz ou du blé, ou dans toute l'Asie, jusqu'en Afrique de l'Est. Donc, potentiellement, ça peut déstabiliser ces pays-là. Et pour ce qui est des méga-feux, sont particulièrement affectés l'Indonésie, l'Australie, qui peuvent se trouver dans des phénomènes d'aridification fortes, les années El Niño, plus fortes que d'ordinaire, alors qu'ils sont déjà sous une belle tension, et donc l'Amazonie. Se double, dans le cas précis de l'Amazonie et de l'Indonésie, où ils ont des sécheresses, ça se double d'un surcroît également d'incendies, on va dire, du régime habituel, plus des incendies anthropiques, c'est-à-dire que certains en profitent pour allumer des incendies criminels pour défricher davantage. Et dans le but, au Brésil, de produire des pâturages pour les bœufs et quand les terres sont épuisées, des terres pour le soja, et pour l'Indonésie, dans le but de produire des palmiers à huile. Donc, c'est également une opportunité exploitée par certaines personnes pour des intérêts économiques afin d'étendre les dégâts déjà spectaculaires des méga-feux. Je rappelle ce qu'est un méga-feu. C'est un feu qui entre totalement hors de contrôle sur une très grande surface. On a eu notre premier petit méga-feu en France l'été dernier, mais il y en a des vraiment spectaculaires. Le plus spectaculaire récemment, c'était ceux du Canada, où on a eu une surface colossale correspondant à près du tiers de la France métropolitaine carbonisée, avec des scènes dignes d'un film d'apocalypse, des gens qui sont dans un pays développé. Mais on a vu ça à Hawaï, on voit ce que sont les méga-feux. Ça arrive de plus en plus fréquemment avec les perturbations du cycle de l'eau qui sont d'origine anthropique et avec le réchauffement climatique qui agissent en combinaison pour aggraver cette vulnérabilité. Voilà, donc ça c'est la question suivante. Quel est le lien entre notre climat actuel et les conditions climatiques dans lesquelles on a passé notre été, dans lesquelles on va passer notre hiver, et El Niño? Comment est-ce qu'ils interagissent ensemble? Quelle est son importance dans le contexte climatique actuel? Alors, pour l'instant, El Niño ne nous a pas affectés. Et a priori, il affectera peu l'Europe. En tant que Français? Nous, en tant que Français. Ou en tant qu'Européens même? En tant qu'Européens même. L'Europe de l'Ouest est relativement à l'abri parce qu'en fait, notre climat est plutôt conditionné par des phénomènes qui se jouent sur l'Atlantique Nord dont on est beaucoup plus proche. En fait, on est quasiment aux antipodes d'El Niño. Donc, ça affecte les températures moyennes mondiales, mais ça affecte d'abord l'Asie, l'Afrique de l'Est, l'Amérique latine, l'Australie et une bonne partie des États-Unis, ce qui est déjà pas mal. Au niveau géopolitique, ça peut être assez dévastateur. Du coup, ce serait quoi le pendant? Ce serait le ralentissement du Gulf Stream peut-être? Alors, ça pourrait être le ralentissement du Gulf Stream, mais plus exactement, c'est ce qu'on appelle le North Atlantic Oscillation, NAO, qui conditionne donc les répartitions de chaleur. Ça agit exactement de la même façon. Ces derniers mois, ce phénomène-là, les dépressions qui commandent à ce phénomène-là ont été anormalement hautes, c'est-à-dire projetées vers le nord, et donc ça a entraîné des vagues de chaleur importantes en permettant à la chaleur
originaires des tropiques de monter et de nous affecter fortement. C'est à ce phénomène-là que l'on doit les fortes températures aujourd'hui. Mais c'est mondial, c'est-à-dire que globalement, tous les océans sont en surchauffe. On a des températures de surface qui sont absolument spectaculaires. On est à 0,5 Celsius. Pour l'ensemble des températures de surface, on est à 0,5 degrés Celsius au-dessus des températures de référence. Mais là, mesurées sur les 20 dernières années, c'est absolument spectaculaire, c'est même démentiel. Au début de l'année, en janvier... Donc là, on parle déjà d'une augmentation de 30% du réchauffement qu'on a déjà vécu. En fait, parce qu'on est à 1,2 degré au-dessus des... Ces derniers mois, ça a été vraiment spectaculaire. Le 17 novembre dernier, donc c'était la semaine dernière, on a vécu la journée la plus chaude historiquement de l'histoire de l'humanité. On est passé au-dessus des 2 degrés Celsius. Une journée, c'est les références de Copernicus, l'agence météo européenne. Donc là, c'est absolument spectaculaire. Aujourd'hui, on est retombé, on est à quelque chose comme 1,7. On a été à 1,7 degrés Celsius au-dessus des températures de référence, c'est-à-dire celles qui ont été mesurées à la fin du 19e siècle, qui sont relativement... qui sont autour de la stabilité des 10 000 dernières années. Et donc, on est à 1,7 au-dessus de ces températures de référence pour septembre et octobre, et très probablement novembre. Voilà. Et El Niño va nous renforcer là-dedans, c'est-à-dire qu'on va rester tout l'hiver, jusqu'au moins en avril et probablement un peu plus longtemps, dans ce niveau-là, entre 1,7 et un peu plus haut. C'est-à-dire qu'on est au-dessus d'ores et déjà des accords de Paris pour quelques mois. En général, El Niño est suivi d'années un peu plus froides qu'on appelle la Niña, qui refroidissent légèrement le climat. Sauf que on vient de sortir de 3 années la Niña. Donc on les aura pas tout de suite, c'est ça? Nous, on peut l'avoir tout de suite, ça, c'est pas un problème, c'est cyclique, et puis il semble que le cycle s'accélère sous l'effet du changement climatique anthropique. Mais ce qu'on va avoir, c'est juste une période de calme, c'est-à-dire que je compare El Niño à un crash test climatique. On va vivre quelques mois à 1,7 plus, et on va voir ce que c'est que de vivre au-delà des accords de Paris. Et peut-être que ce sera suffisamment spectaculaire pour qu'à la fin de ce round, les États profitent de la petite parenthèse de 2, 3, 4 ans qu'on va avoir en dessous de 1,5 pour s'asseoir autour d'une table et pour dire « Ok, on va calmer le jeu, on va mettre peut-être moins d'argent dans la course aux armements débiles et on va peut-être essayer de travailler la résilience, l'adaptation au changement climatique de manière plus concrète. Ça ne sera pas bien difficile parce qu'il n'y a rien de concret aujourd'hui dans les accords de Paris ou quoi que ce soit, et de manière plus structurée, plus réfléchie, plus informée par ce qu'on sait en matière de science, parce qu'on sait sensiblement ce qu'il conviendrait de faire, à commencer par réduire les dépenses énergétiques massivement, sortir le plus vite possible de la combustion d'énergie fossile, restaurer les écosystèmes. On l'annonce parce qu'on sait que c'est ça qu'il faut faire, mais pour l'instant, ça ne se traduit pas en actes. Donc, peut-être que cela peut mener à une prise de conscience. Donc effectivement, on va passer quelques mois au-dessus des 1,5 degrés qui étaient les promesses de l'accord de Paris. Historiquement, est-ce qu'on a des exemples d'impact majeur qu'a eu El Niño, des catastrophes qui peuvent nous faire prendre un peu cette conscience-là? Qu'est-ce qu'on a comme... Alors, on a dans la seconde moitié du XIXe siècle donc 3 super El Niño, dont un en 1816 qui a vraiment interrompu la mousson. Le Nil s'est retrouvé à sec. Les famines qui en ont résulté en Asie ont emporté plusieurs dizaines de millions de personnes. Et ça a permis à la Grande-Bretagne d'asseoir sa mainmise sur l'Inde. Donc géopolitiquement, en fait, El Niño a permis à la Grande-Bretagne de coloniser l'Inde. Alors, elle avait déjà colonisé, mais vraiment d'asseoir complètement sa domination en déstructurant tous les mécanismes de solidarité interne qui existaient dans les villages et auparavant dans les États indiens pour assurer la subsistance de la population en cas de sécheresse. Parce que c'était loin d'être la première sécheresse massive à laquelle ils étaient confrontés, mais ils avaient des mécanismes où ils stockaient du grain, où ils veillaient à ce que le marché ne spécule pas dessus, où les gens y ait accès de façon à lisser les effets des famines. Voilà, ça n'empêchait pas qu'il y ait des morts, mais ça lissait ces effets-là et ça empêchait le pire, parce que de toute façon, les États anciens étaient des États agraires qui redoutaient une chose, c'est que les paysans qui nourrissaient tout le monde aient faim, se soulèvent et renversent le pouvoir en place. En Chine, les 5 grandes dynasties des 1000 dernières années ont toutes été renversées par des révoltes de ce type. Plusieurs années sans récolte, famine, révolte millénariste et bye bye le pouvoir, on retombe sur autre chose, quoi. Après un grand bain de sang, une des guerres spectaculaires au 19e siècle, c'est celle que mènent les Taiping au pouvoir central des Qing, la dynastie Qing en Chine.
On est dans les années 1860-1870, 30 millions de morts, estimation moyenne. C'est plus que la Première Guerre mondiale. Donc, ce n'était pas des petits événements. Et c'est cette guerre-là qui a considérablement affaibli la Chine et a précipité quelques décennies plus tard l'effondrement de l'Empire. Et ça, on le lie à des événements climatiques extrêmes. On le lie à des événements climatiques extrêmes, tout à fait. Et dans toute l'histoire chinoise, le travail de Timothy Brook, un historien canadien, sur ces questions-là, sur les périodes Yuan et Ming, c'est-à-dire en gros 13e, 17e siècle, montre très clairement que l'ensemble des guerres civiles importantes qui interviennent à ce moment-là sont liées à ce qu'il appelle des bourbiers, c'est-à-dire des combinaisons météo extrêmes, souvent corrélées à des El Niño a priori d'après les indices dont on dispose. Avant 1700, il faut être un peu prudent aussi sur les El Niño, mais on voit quand même assez précisément certains événements renforcés par ça. Et donc, les famines, les interruptions de pluie, les alternances aussi avec la Niña spectaculaire durant le petit âge glaciaire, c'est-à-dire des vagues de froid très importantes qui peuvent se renouveler sur plusieurs saisons et geler toute récolte, alternant avec des sécheresses massives certains étés, ça brise n'importe quelle société. L'Europe s'en est extrait à partir du 19e siècle avec une maîtrise forte de la nature. On a oublié ce qu'étaient les famines. Il y a certains pays qui ne l'ont pas oublié. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres événements ? J'avais lu, alors je ne sais plus quelle civilisation, mais qu'il y avait des civilisations entières qui s'étaient éteintes à la suite de phénomènes El Niño. Alors on corrèle des El Niño spectaculaires dans le passé à des effondrements systémiques de civilisation. Sont appelés effondrements systémiques de civilisation des moments où plusieurs civilisations voisines s'effondrent. C'est le cas de ce qu'on appelle l'événement 4.2K, c'est-à-dire il y a 4200 ans, un ensemble de civilisations dans l'ancien monde s'effondre suite à à une sécheresse qu'on peut qualifier d'historique, c'est-à-dire que pendant 200 ans, tout s'aridifie. Il y a également des périodes, des hivers extrêmement froids et des étés extrêmement arides. Et à ce moment-là, les premiers empires sont considérablement fragilisés. Les dynasties égyptiennes s'effondrent. L'empire d'Akkad s'effondre aussi. Bon, voilà. On en a un autre qui est mieux documenté. C'est la fin de l'âge du bronze. Ça, c'est il y a à peu près 3200 ans. Là, on a affaire à un ensemble d'événements cataclysmiques renforcés ponctuellement par des El Niño dont on devine les traces, des super El Niño pour le coup, qui entraînent l'effondrement de l'ensemble des puissances, comment dirais-je, du Moyen-Orient. L'Égypte perd les 2/3 de son territoire, et puis voilà, un ensemble d'empires présents sur la Turquie, l'Irak, l'Iran, s'effondrent, les royaumes tombent en cascade. Et aujourd'hui, si on revient à la partie un peu actuelle, est-ce qu'il y a des civilisations, je pense que la nôtre est suffisamment globalisée pour qu'on parle plus d'une grande civilisation, oui, mais on peut parler est-ce qu'il y a des zones qui ont des risques au-delà d'un risque juste de dommages matériels, on a parlé un peu de ce qu'ils pouvaient subir et du temps qu'ils pouvaient avoir à s'en remettre, mais est-ce qu'on a des risques de destruction complète de population, de peuples aujourd'hui avec El Niño ? Alors non. A priori, non. C'est là-dessus où je voudrais revenir. C'est-à-dire, on a quand même des choses qui sont idéologiques et des réactions de société. Il faut savoir qu'on a la capacité d'envoyer du grain, des céréales à peu près n'importe où sur la planète, mais que c'est conditionné à des flux économiques. Et c'est ça qui est important. C'est-à-dire, on pourrait nourrir tout le monde aujourd'hui avec la production agricole. C'est absolument pas un problème. C'est une question de logistique et de politique. La plupart des famines sont liées en fait à des blocus que des États exercent sur des populations pour des raisons diverses. Enfin, leur font la guerre, peu importe. Mais la grande question, par exemple en Inde, les Anglais, lorsque les Indiens commençaient à ressentir les effets de la famine, ont déstructuré tout ce qui était assistance entre villages. Ils ont également dit, OK, on vient de mettre des trains et du télégraphe. Donc l'information circule, donc les trains circulent, et logiquement, vous avez faim quelque part, eh ben, on a du grain là-bas, on va l'amener avec les trains, ça sera beaucoup plus rapide qu'avant où vous deviez vous le coltiner à dos d'homme ou sur des ébus. Et vous allez, pardon, on ne met pas au travail les ébus, mais enfin avec des animaux qui
qui traînent des carrioles, et vous allez donc le distribuer de façon plus efficace. Et c'est tout le contraire qui s'est passé parce qu'en fait, ils imposaient également une réforme libérale, libéraliser l'économie, et dans l'esprit des Anglais, c'était aussi très moral, c'est-à-dire vous êtes pauvre, ce que vous l'avez mérité, vous devez expier. Et donc, on a livré tout ça au marché. Le résultat, c'est que ceux qui avaient du grain avaient également accès au télégraphe et apprenaient que ce n'est pas qu'on ait besoin du grain à tel endroit, c'est qu'à tel endroit, on le payait plus cher. Et en général, c'était les provinces les mieux loties qui achetaient le grain. Donc, on a vidé de leur grain des endroits où on en aurait eu besoin pour nourrir la population, pour l'amener à des gens qui faisaient des stocks, par exemple. Et tout ça, chemin faisant, a fini par partir vers l'Angleterre à travers... Voilà. Et pendant que l'Inde connaissait des millions de morts liés à la famine, elle exportait du grain avec ce mécanisme-là vers la métropole qui, pour le coup, n'en avait absolument pas besoin. C'était des stocks de spéculation. C'est la même chose aujourd'hui. La Chine n'exporte plus ses grains. Elle les retient à domicile. Aujourd'hui, elle stocke plus de la moitié des grains disponibles sur la planète sont stockés en Chine parce que les dirigeants chinois ont une peur panique que la population vienne à manquer et ne se soulève. Ça, c'est vraiment, voilà, la démocratie, la population s'en fout et visiblement, elle n'a pas l'intention de se soulever pour ça. Mais manger à sa faim, c'est quelque chose de fondamental pour eux. Donc, ils stockent du grain depuis 3 ans. Ils ont acheté de manière préférentielle à Poutine l'ensemble du grain qu'il ne parvient pas à exporter à cause des blocus. Et Poutine s'est engagé pour les 12 années à venir à vendre son blé à l'avance à la Chine. Voilà, ils ont passé un accord pour que la Chine se garantisse son approvisionnement et que donc Poutine on est dans se un système de garantisse. spéculation des matières premières alimentaires en ce moment liées Exactement. aux peurs des phénomènes Et climatiques ce qui est important, c'est extrêmes. que la Thaïlande et l'Inde, en prévision d'El Niño, parce que eux, ils se rappellent de famines liées à El Niño il y a quelques En 2015, décennies au du coup, siècle, aussi, ont arrêté d'exporter leur grain, leur Mm. riz. Ils le gardent. Bon, bien sûr, vous trouverez toujours du basmati, là où il y a une très forte valeur ajoutée sur l'export. On continue à exporter des segments. Mais le grain de base, celui qui normalement nourrit un certain nombre de pays africains et d'autres pays asiatiques, est bloqué par ses principaux exportateurs aujourd'hui. Donc, surenrichissement du grain de riz. Pour nous, c'est un peu transparent, 15-20%. En plus, c'est lissé par des mécanismes d'État et des mécanismes de marché. Donc, on ne s'en rend pas forcément compte. Ça fait partie de la hausse des prix alimentaires que tout le monde subit. Mais pour certains pays africains où c'est la base de l'alimentation, c'est dévastateur parce que les États en question ne peuvent que difficilement et temporairement assister leur population quand les prix du grain s'envolent, quoi. Et donc, cela peut nourrir de fortes tensions sociales, similaires au printemps arabe, par exemple. Mais pour le coup, personne ne peut prédire où ça va arriver. C'est-à-dire, on sait quelles vont être en gros les zones en tension, mais les phénomènes déclencheurs sont complètement imprévisibles. En général, c'est la mort d'un jeune quelque part qui est allé manifester, qui se fait tuer. Voilà. 3 jours avant, il y a eu la même chose, mais personne n'a bougé. Puis là, ça s'enflamme. On l'a vu au Maroc en 2011, on l'a vu en Iran récemment. Une jeune fille a été tuée après d'autres. Et pourtant, c'est elle qui a provoqué un mouvement de révolte, quoi. Donc voilà, on ne peut pas savoir quand ça s'enclenche. C'est-à-dire que ce n'est pas modélisable du tout. Ce sont des sociétés humaines. Mais ce sont aussi les anticipations humaines, je garde mon grain, qui entraînent mécaniquement un certain nombre de tensions. Alors qu'on pourrait faire autrement si on comment dirais-je, si on ne se laissait pas aller à l'idéologie forcément du libre-échange. C'est exactement la même raison pour laquelle il n'y a pas de papier toilette dans les rayons des supermarchés quand on commence un confinement. Oui, encore que le papier toilette, on peut arriver à s'en passer. Il y a certaines civilisations où on fait différemment. Comment est-ce qu'on fait pour prévoir El Niño donc c'est un phénomène qui est justement difficile à au moins en prévoir les impacts là on ne sait même pas si le El Niño dans lequel on est en train de plonger va être un super Niño, si ça va être un épisode super Alors ça va être un des fort conditions. déjà. Il a dépassé la 5, donc c'est oui, mais un parce qu'il a El Niño déjà fort. dépassé, donc on sait. Mais difficile de prévoir dans le futur comment est-ce que ça va être. Comment est-ce qu'on fait pour essayer de prévoir El Niño? Comment est-ce qu'on fait pour essayer de s'y adapter en avance? Alors, il y a plusieurs indices. Il y a les températures de surface dans les zones dont je vous ai parlé. Ouais. Il y a l'inversion des vents. Ça, c'est plus retenu par les météorologues indiens, notamment, parce que l'inversion des alizés, qui prélude à El Niño, mais pas toujours, est forcément pour eux liée de toute façon à un risque de moindre mousson. Donc, pour eux, c'est la même chose. C'est kiff-kiff bourrique, El Niño arrive et on se prépare. Voilà. Et puis, il y a d'autres éléments qui jouent.
mais qui sont un peu secondaires. Après, il y a des débats parce qu'il y a différentes catégories d'El Niño. C'est vraiment un gamin farceur, en fait. El Niño, ça veut dire l'enfant. Ouais. Littéralement l'enfant Jésus de la crèche, parce que c'est effectivement un phénomène qui se manifestait à Noël, qui se manifeste à Noël, mais c'est vraiment un gamin farceur, c'est-à-dire qu'en 1982, par exemple, on avait un réseau de surveillance et on pensait pouvoir déceler les El Niño qui arriveraient. C'était le tout début, on avait théorisé le phénomène correctement. Et puis, il y en a qui se sont mis à dire « Oh, il va y avoir un El Niño, on voit ça, on voit ça. » Et d'autres qui disaient « Mais non, les éléments de référence ne sont pas présents. » Et en fait, il y a eu plusieurs combinaisons, c'est-à-dire que ça a été un El Niño Modoki, décalé dans la zone où a émergé la chaleur, il était plus à l'ouest, littéralement. Et la montée en chaleur des températures de surface de l'océan a été masquée par une éruption volcanique en Amérique latine du mont El Chichón. Et donc, c'est passé, ce El Niño-là, il a frappé par surprise. Et c'est après 1982 que les météorologues ont dit plus jamais ça et qu'ils ont mis un réseau vraiment très dense de mesures, etc., D'accord. qui leur a permis de prédire le super El Niño suivant qui est arrivé en 1997 et qui s'est déroulé avec presque du succès. Alors, pour la petite anecdote, il suivait à peu près la courbe de l'El Niño actuel. Et puis, il ne frappait pas. On le surveillait surtout depuis les États-Unis. L'alarme sonnait sur toutes les côtes californiennes. On disait, préparez-vous, il va y avoir des vents forts, des pluies diluviennes sur la Californie et tout. Et on a anticipé que ça tomberait octobre, novembre, et puis rien n'arrivait. Octobre, novembre se sont passés tranquilles, les gens allaient se baigner. Et c'est devenu presque une blague dans les médias. C'était du style en attendant Godot, sauf que c'était en attendant El Niño. Et puis El Niño a frappé fin décembre. Voilà. Et là, ils ont bien dégusté. Du coup, la Californie se prépare aussi à ça, y compris par exemple les réassureurs. Certains se retirent du marché et l'État californien a dû taper du poing sur la table en disant « Ok, les acteurs du secteur, vous vous réunissez et vous garantissez qu'il y aura quand même des dispositifs d'assurance qui vont fonctionner. Mais si on laisse faire le marché, il y a des compagnies qui n'ont pas du tout envie d'assurer les maisons le long de la côte. » Ouais, donc effectivement, il y a des grosses difficultés à prévoir comment ça va Il y a se les passer, quoi. difficultés liées aux anticipations humaines et donc aux fragilisations de l'économie, et après les difficultés liées à proprement parler aux éléments qui vont parfois entrer en conjonction avec. Et comment est-ce qu'on peut imaginer le futur de phénomènes comme El Niño ? Donc là, probablement que d'ici quelques mois, celui-ci va se dissiper. On aura peut-être un épisode de La Niña. Ensuite, est-ce que c'est des phénomènes qui vont se multiplier, qui vont gagner en importance ? Est-ce que c'est complètement indépendant ? Est-ce que ça va rester plus ou moins la même chose ? Toute proportion gardée, c'est-à-dire on n'a aucune certitude. Il y avait un consensus qui était assez dominant jusqu'il y a peu, comme quoi en fait, quand ça se réchauffe, El Niño devient moins fort. Bon, ça c'est un consensus un peu général. Une méta-analyse opérée par l'équipe de Kay Evanju, qui est un des 3 ou 4 grands météorologues spécialistes d'El Niño sur la planète, tend à montrer le contraire. Elle a été publiée l'été dernier, et à dire qu'en fait, le réchauffement climatique, dans un avenir prévisible, va intensifier les El Niño et augmenter leur fréquence. Et la plupart de ses collègues se sont ralliés à lui en disant il a probablement raison. Voilà, donc là-dessus, je serai prudent, mais en tout cas, un sentiment d'inquiétude s'est installé autour de cette question. Voilà, donc pour le reste, c'est une question d'anticipation, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sociétés développées qui peuvent se préparer à ça. Et y compris nous, dans les effets d'anticipation que l'on peut prévoir, par exemple la surenchère de certains produits agricoles ou la nécessité de porter assistance à des zones en tension où il y aurait des famines. Ouais, donc là, en fait, c'est essentiellement une question d'adaptation. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que ça. C'est des moments où le réchauffement, ou le dérèglement, on va dire, climatique, puisque c'est le terme sur lequel il conviendrait probablement de s'appuyer, c'est une accélération des effets du dérèglement climatique. Donc ça nous sert à voir un peu avant ce qui nous attend. Et effectivement, il y a l'adaptation, il y a aussi probablement au niveau politique, ou en tout cas économique,
une volonté de plus en plus forte de tendre vers des solutions techno, et on va finir par défendre de plus en plus la géo-ingénierie. Certains pays en font, la Chine en fait déjà à très grande échelle. Donc là, pour El Niño, ce serait quoi? Des grands ventilateurs qui empêchent le vent de se retourner dans le Pacifique Sud? Non, c'est les mêmes choses que l'on peut faire par rapport au climat, c'est-à-dire essayer d'atténuer le rayonnement solaire sur Terre à travers des aérosols ou des parasols déployés dans l'espace. Là-dessus, on en avait parlé avec Roland Seferian, qui est météorologue. Donc, je vous conseille cet épisode-là, qui était un des premiers, qui doit être l'épisode 16 peut-être. Donc, géogénierie, méthode très controversée, du coup, pour réguler le climat. Ça, il y a une énorme part d'aléas parce qu'on ne sait pas modéliser complètement le système Terre, on en est d'accord. En tant qu'expert sur l'histoire de ce phénomène, qu'est-ce qui te fascine le plus à titre personnel sur cet événement? Qu'est-ce qui t'a poussé à vraiment l'étudier et à comprendre comment ça fonctionne? Alors, ce qui me fascine, c'est quand même la complexité des effets et des déroulés des différents El Niño, c'est-à-dire qu'il y a des effets globaux, déplacer les flux de l'eau, les accélérer également, qui sont spectaculaires, mais il y a vraiment, c'est un élément chaotique de l'histoire, El Niño. C'est-à-dire qu'on devine ces effets dans un certain nombre d'événements historiques. On n'en est pas complètement certain parce que c'est difficile entre les proxys, les archives, d'avoir une certitude absolue. Mais on devine quand même qu'il a pas mal secoué l'histoire par moments. Et donc ça permet de remettre en perspective une histoire que trop souvent on croit faite par les grands hommes, les grandes décisions, si je veux, je peux, etc. Où on exalte des gens qui ne sont au demeurant pas des modèles à suivre comme Napoléon ou d'autres, des grands conquérants qu'on exalte pour des raisons nationalistes, mais qui en fait n'étaient pas spécialement des bienfaiteurs de l'humanité, quoi. On choisit les héros qu'on veut et quelque part ce ne sont pas forcément ces gens-là qui font l'histoire. Oui, c'est vrai qu'on se rend compte très très régulièrement qu'en fait il y a des facteurs exogènes hyper importants dans tous ces grands moments de l'histoire qu'on a appris. Et trop souvent, depuis 2 siècles, on fait de l'histoire en s'abstenant de tout cadre naturel. On a dissocié la géographie et l'histoire, mais on a oublié des fondamentaux. Par exemple, on ne construit pas un empire agraire au milieu du Sahara. On fait du commerce au mieux dans le Sahara, entre 2 empires agraires distincts. Mais voilà, donc il y a quelques fondamentaux à se rappeler, parce que là on est victime complètement de notre hubris. Il y a eu un moment, par exemple, l'Arabie Saoudite a pompé dans sa nappe phréatique fossile pour devenir exportateur net de blé. Ça n'a pas duré longtemps, mais c'était stupide. Voilà. Et notre technologie, les énergies fossiles nous rendent orgueilleux et complètement dissociés en fait de notre cadre naturel. Et quand je dis cadre naturel, c'est au sens large, c'est-à-dire des ressources que nous pouvons avoir pour vivre dignement. Nous sommes en train de gaspiller un certain nombre de ressources dont auront besoin les générations futures. Et ça, c'est vraiment quelque chose de poignant. Et donc, El Niño exacerbe certaines de ces tendances, mais le climat ne fait que souffler sur les failles de nos sociétés. Elles sont déjà présentes. C'est une belle phrase, ça. Merci. Qu'est-ce qui te préoccupe le plus dans ce phénomène, sur les impacts, sur la façon dont on le prévoit pour les prochains mois, pour les prochaines années? Les anticipations de la Chine qui très clairement manifestent une volonté. La Chine a conscience qu'on atteint les dirigeants chinois. La Chine. Les dirigeants chinois ont conscience qu'on atteint des finitudes dans la planète et ils agissent exactement de la façon dont la Grande-Bretagne agissait au XIXe siècle pour assurer son hégémonie mondiale. Ils calculent tout. Ils construisent des infrastructures pour garantir qu'un certain nombre de pays seront vassalisés littéralement. Ils n'ont pas l'intention de respecter une bonne part du droit international qui les emmerde. Par exemple, notamment ce qu'on essaye de construire autour du partage des ressources maritimes. Les Chinois, ils n'en ont rien à faire. Premier arrivé, premier servi. Au niveau de la flotte de pêche, c'est manifeste. Et ça aggrave le changement climatique. Ils sont en train de piller littéralement l'ensemble des ressources halieutiques mondiales qui devraient être un bien commun de l'humanité. Et ils sont en train de le piller de façon délibérée. C'est-à-dire que l'État fait construire une flotte de pêche. Elle les coordonne avec ses moyens militaires, satellites, etc. pour identifier les zones où il faut vider l'océan de ses calamars ou de certaines... Voilà. Donc on assiste à un État qui se dit bientôt on va manquer, mais je vais m'assurer d'être le dernier à manquer. Ouais, mais tu vois, c'est intéressant. Ta première préoccupation, c'est pas vraiment les
les dommages environnementaux, les dommages qu'on peut subir liés à ces cataclysmes. C'est plutôt la géopolitique qui... C'est la géopolitique qui m'inquiète parce qu'on pourrait lister les conséquences de ces dommages. On ne sait pas où ils vont avoir lieu, mais par exemple, en assurant des forces d'intervention pour nourrir des populations en proie aux dommages. Sinon, par exemple, l'Éthiopie qui a eu des famines liées à El Niño, notamment à partir de 1972-1974, il y a eu des troubles politiques, une guerre civile, 1 million de morts liés essentiellement à la faim, quoi. Les gens tombaient littéralement de faim. Et finalement, renversement de gouvernement, le Négus a été renversé par des militaires qui se sont alliés donc au bloc de l'Est. On était dans la guerre froide, bon bref. Mais au-delà des considérations politiques, ce qui est important de retenir, c'est que la famine a, soufflé sur les braises d'un conflit qui existait déjà et abouti à une guerre et à une aggravation de la famine, puisque les forces militaires s'assuraient que personne n'allait ravitailler, porter assistance aux gens qui mouraient de faim, qui étaient les populations civiles étaient prises en otage littéralement d'un conflit. Donc tu m'as déjà parlé de ton espoir, parce qu'on parle des préoccupations, il vaut mieux aussi essayer de contrebalancer un peu. Ton espoir, c'était que le fait qu'on soit déjà sur les plus que accord de Paris sur le climat, donc qu'on passe quelques mois au-delà de 1,7, 1,8 degrés, soit un peu un électrochoc pour nos sociétés. Est-ce qu'il y en a un autre? Est-ce que c'est le principal? Pour moi, c'est le principal. Je rappelle qu'on s'est engagé à Paris à tout faire pour rester en dessous de 1,5, si possible en dessous de 1,9. Et puis, il y a d'autres scénarios après qui sont des scénarios où on continue la compétition, etc. En pratique, les engagements de Paris qui sont optionnels nous amènent à quelque part entre 2,4 et 2,8. Ça, c'est la littérature officielle. Pour moi, c'est plus probablement 2,8 parce qu'en règle générale, on sous-estime les effets cumulés. Mais d'autres intervenants ont sûrement parlé de ça déjà. Mais en très gros, le 1,5 et le 1,9 aujourd'hui, c'est une injonction politique faite aux climatologues qui modélisent tout ça. Et ils disent, ok, mais il faut s'en sortir, il faudra retirer du CO2 de l'atmosphère pour que ça fonctionne, ou décarboner nos usages, même s'ils doivent être décroissants, de carburants fossiles. D'accord, et bien on va faire de la CCS, c'est-à-dire captation, séquestration carbone, et cette dimension-là est indispensable pour rester dans les objectifs de Paris, dit optimiste. À mon avis, c'est de la foutaise. Voilà. C'est-à-dire que la CCS, elle ne sera pas à l'échelle suffisamment rapide, si tant est qu'on puisse la faire à cette échelle-là un jour, mais elle ne sera pas au rendez-vous des échéances fixées pour 2050. Notre avenir climatique, il est écrit dans nos émissions et dans l'inertie de nos sociétés. Il est à le passage de 1,5 degrés Celsius au-dessus des températures de référence, c'est pour entre 2027 et 2030. Et à partir de 2040, décennie 2040, on passera sûrement les deux. Et tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire, ça ne fait plus débat. La véritable question politique qui se pose à nous, est-ce qu'on respecte quand même les accords de Paris et puis on les durcit, on les rend obligatoires et on fait quelque chose de beaucoup plus ambitieux avec des transferts de technologie vers le sud, on arrête la course aux armements délirante avec ces 2500 milliards de dollars dépensés chaque année par une poignée de pays pour rester à la tête d'un arsenal complètement dément, alors que la moitié de cet argent suffirait à atteindre les objectifs de développement durable de l'ONU. Pour mémoire, c'est un ensemble d'objectifs qui permettrait d'assurer à chaque humain sur Terre une vie digne, dans le respect des limites planétaires. Et on en est très très loin. C'est-à-dire que l'égoïsme national prévaut. Et ce que j'espère, c'est que vraiment face au risque... pas d'extinction de l'humanité, on n'en est probablement pas là encore mais vraiment face au risque de guerre, mais planétaire, d'une intensification des conflits pour les ressources, les États au moins aient la sagesse de lever le pied de l'accélérateur de l'armement et de dire ok, on va essayer de faire pot commun pour limiter la casse. Et pour ça, on va surveiller les résultats de la COP qui ont lieu en ce moment, si vous écoutez l'épisode à sa sortie. Voilà. Et la mobilisation politique là-dessus est primordiale. Mais merci beaucoup, Laurent. C'était passionnant comme épisode. Xavier. Au revoir, à très bientôt. Moi, je vous retrouve dans une dizaine de jours pour l'épisode suivant. Ciao. C'est la fin de cet épisode de The Big Shift. J'espère qu'il vous a plu et que vous en avez retiré quelque chose pour votre vie quotidienne. C'est ça le plus important.
C'est beaucoup plus simple de parler du sujet sensible de l'environnement quand ses amis ou sa famille sont vraiment informés, alors partagez le plus possible The Big Shift, ça aidera tout le monde. Et si vous avez des questions, des sujets que vous souhaitez qu'on aborde, des invités que vous voulez entendre, ou tout simplement que vous voulez qu'on discute de cet épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. The Big Shift est produit par Echoes Studio. Si vous avez un projet audio, contactez-nous sur www.echoes.studio. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.